Et voilà, et je viens d'entendre. Bonsoir à tous et toutes, bienvenue. Je viens d'entendre enregistrement en cours et je vois le petit icône d'enregistrement. Donc c'est une bonne chose. Bonsoir à toutes et tous. Pardon, on se posait une question technique sur l'enregistrement en coulisses, mais ça fonctionne bien. C'est pour pouvoir avoir un replay pour celles et ceux qui ne seraient pas là et pouvoir profiter des conseils qu'on va partager ce soir. Bonsoir à toutes et tous. Je vais laisser un petit instant simplement laisser les personnes arriver. On est déjà nombreuses et nombreux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. C'est le principe des webinaires, c'est que on s'informe directement depuis le canapé, le salon, la cuisine. Voilà, bah, je vais démarrer simplement en présentation et puis les retardataires arriveront vite. Alors, bon, bonsoir à nouveau à toutes et tous. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Juliette Eskenazi, je suis bénévole au sein du collectif BAMP et je suis moi-même en parcours AMP depuis 2 ans maintenant. Le collectif BAM, très rapidement, c'est une association de patients, patientes en parcours AMP, mais aussi de personnes concernées par l'infertilité ou les difficultés à avoir un enfant. Donc, ça peut être des couples hétérosexuels, des femmes seules ou des couples de même sexe. Et donc, on travaille à libérer la parole, à informer, prévenir, échanger et à transformer aussi un peu la société en essayant de faire bouger les lois pour faire progresser tout ce monde-là qui a encore de grandes avancées à faire. Et donc, on organise cette année, en novembre, le mois de sensibilisation à l'infertilité. Donc, c'est grâce à ce mois-là que vous êtes ici ce soir avec nous. Et il y a toute une série, une cinquantaine d'événements en ligne et en physique dans toute la France. Spectacles, conférences, tables rondes, groupes de parole. Donc, je vous invite à regarder le programme et à pouvoir vous inscrire à d'autres événements très enrichissants. Et donc ce soir, on va parler du mode de vie et à savoir, y a-t-il des choses à faire pour favoriser la fertilité dans son quotidien, dans son alimentation? Vous allez le voir, on va pas vous faire de mal, hein. Le but, c'est plutôt de donner des conseils et pas de vous dire de transformer intégralement votre vie parce qu'on fait ce qu'on peut, on le sait, hein, les hommes, les femmes. Et donc, on va passer 1 heure ensemble, échanger avec nos expertes que je vais vous présenter dans un instant. Et puis, à la fin, il y aura un moment de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou dans l'espace questions-réponses où vous voulez. Et on les prendra en compte, par contre, plutôt à la fin. Donc, on se prendra vraiment un temps dédié. Alors, je vais présenter nos intervenants ce soir. D'abord, merci à vous deux d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Euh, Bonsoir, merci beaucoup. Alors, bonsoir Pascal Mirakian. Vous êtes endocrinologue et gynécologue, spécialiste en PMA et vous avez une expérience au service hospitalier et en médecine libérale depuis plus de 20 ans. Vous pilotez notamment l'organisation du colloque annuel sur les effets de l'environnement sur la santé de la femme. Donc bonsoir et bienvenue Pascal. Et puis des hommes aussi, hein, puisqu'il n'y en a pas que pour la femme, hein, on le verra. Et des hommes, et bien sûr, et je fais l'erreur à ne pas faire, c'est-à-dire que justement, je n'intègre pas les hommes qui sont largement concernés également. Merci Pascal. Pour cette correction. Johanna Billien, bonsoir Bonsoir. et bienvenue dans ce webinaire. Vous êtes spécialiste de la nutrition et du comportement alimentaire. Vous accompagnez les patients vers un équilibre alimentaire personnalisé et vous êtes également diplômé coach sportif. Exactement. Voilà, moi je pratique en libéral donc en Île-de-France, à Gonesse et également à Paris. Et donc j'accompagne aussi des groupes de sportifs ou de moins sportifs. J'accompagne aussi des groupes sur du sport santé où là c'est vraiment réapprendre à bouger en douceur, etc. Et parfois du coaching également. Et c'est cette double expertise qui nous intéressait justement parce que dans le mode de vie, il y a à la fois l'alimentation et à la fois l'exercice physique. On va en parler justement plus en détail. On va commencer très simplement, en fait, par définir les choses hein, avant de rentrer dans le détail. Et là, je me tourne vers vous, Pascal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par mode de vie dans un contexte de fertilité?
Alors, en fait, le mode de vie sain, ça a été défini par l'OMS. Et en fait, la définition de l'OMS, c'est dire qu'on réduit le risque d'être gravement malade ou de mourir prématurément lorsqu'on a un mode de vie sain. Et donc, moi, ce que j'entends par un mode de vie sain, c'est une alimentation saine et équilibrée, un exercice physique régulier, mais pas forcément du sport. Je pense que Johanna vous en parlera mieux. Oui, on va revenir dessus, bien sûr. Voilà. Éviter le stress, c'est-à-dire savoir se relaxer, et un bon sommeil. En général, c'est 6 à 10 heures de sommeil par nuit en fonction de l'âge. Et un mode de vie sain, il ne faut pas l'oublier, c'est un mode de vie sans tabac, sans toxiques et avec une consommation d'alcool modérée, il ne faut pas l'oublier. Voilà ma définition du mode de vie Très sain. bien, très clair, et c'est une parfaite introduction sur toutes les thématiques qu'on va traiter. Et finalement, sur cette thématique de la fertilité, sur les chances de concevoir, est-ce que, il y a des données, des études où vraiment, quand on fait évoluer ses habitudes, ça peut avoir un impact clair sur la fertilité? En fait, il y a de nombreuses méta-analyses qui montrent une amélioration de la fertilité en fonction d'un bon mode de vie. Mais pour améliorer le niveau de preuve de ces études, il faut de grosses cohortes et surtout éliminer les facteurs confondants comme le tabac, le surpoids. Et donc, c'est très difficile en fait d'isoler un bon mode de vie en général. Et il est plus facile d'étudier en fait l'impact des différents facteurs séparément. Est-ce que le tabac va impacter la fertilité? Est-ce que le sommeil va impacter la fertilité? Est-ce que l'exercice physique? Mais tous les facteurs ensemble, c'est très compliqué. Mais bien sûr, il y a des méta-analyses qui vont dans le sens qu'on améliore la fertilité. Mais on n'arrive pas à démontrer qu'on améliore les chances en PMA, par exemple. Vous voyez, on arrive à démontrer qu'on améliore la fertilité en général, mais ce qui est déjà bien. Et alors, si ça démontre que ça améliore, est-ce que c'est combien de temps avant il faudrait se dire, bon, je fais un petit effort, j'essaie de faire évoluer mon quotidien? En général, je pense il faut se préparer 3 mois à l'avance. Parce que de toute manière, c'est difficile de tenir au-delà de 3 mois. Je pense souvent, pour l'exemple du tabac, en fait, souvent, je motive les conjoints à arrêter de fumer parce que l'arrêt du tabac, ça va améliorer le spermogramme d'un conjoint qui serait un peu défaillant. Ça peut enfin, diminuer le risque de fausse couche, par exemple. Et donc, lorsqu'on arrête de façon radicale de fumer, on va avoir dans les 3 mois une amélioration spectaculaire du spermogramme et une diminution du taux de fausse couche démontré. Ça, c'est vraiment dans la littérature, il y a plein d'articles qui vont dans ce sens. Et en fait, c'est vraiment un effet qui est radical en 3 mois. Après, c'est vrai que ce qui est vraiment délétère, hein, à part le tabac et l'alcool, c'est ce qu'on va faire tous les jours. On va, on- si on va consommer des plats tout préparés tous les jours, c'est mauvais. Si on consomme un plat tout préparé une fois de temps en temps, ça va pas être catastrophique. Donc il faut être radical pour ce qui est vraiment toxique comme le tabac, l'alcool, mais être un peu plus cool quand même sur les facteurs du quotidien. Hmm. Mais par exemple, il est mauvais de fumer tous les jours, comme il sera bon de marcher tous les jours. Vous voyez, c'est dans tous les sens, l'effort doit être fait. Ben justement, alors sur l'alimentation, vous disiez que il y a effectivement peut-être des choses à faire évoluer sans avoir un changement drastique, parce qu'effectivement, arrêter de fumer, changer tout son comportement, c'est compliqué, surtout dans une phase où on essaie de faire un enfant qui peut être des périodes un petit peu aussi tendues. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire des petites avancées. Et côté alimentation, alors là, je me tourne plutôt vers vous, Johanna. Côté alimentation, quels sont les bons réflexes en amont pour avoir un désir d'enfant, peut-être d'ailleurs dans ces mêmes 3 mois dont parlait Pascal?
Alors moi je suis assez d'accord avec le 3 à 6 mois. Pourquoi? Parce que déjà pour pas tout brusquer, c'est pas le jour où on se dit on va faire un enfant, allez hop, on essaye, on arrête de fumer, on se met à faire du sport, on mange mieux. Ça fait voilà trop de changements d'un coup et du coup ça engendre vraiment trop de stress en fait. Au niveau alimentation, alors déjà à savoir qu'en fait tous les conseils qu'on va dire là, ça va être des conseils qui sont valables aussi bien pour la fertilité, mais également pour la santé en général. Donc en fait, tout ce que vous allez mettre en place pour favoriser la venue de ce bébé, pour tomber enceinte, pour que ça se passe correctement, dans tous les cas de figure, c'est que positif pour la santé globale. D'accord? Donc au niveau alimentation, déjà les premières recommandations que j'aurais à donner, ça va être, alors voilà, on essaye de pas être drastique, mais quand même, par exemple, tout ce qui va être boisson sucrée, les produits vraiment hyper industrialisés qui vont être souvent très sucrés, très salés, qui vont contenir des conservateurs, des exhausteurs de goût qui sont pas du tout bons pour la santé. D'essayer déjà de faire le tri dans ses choix alimentaires. Et comme je dis souvent, en fait, c'est l'alimentation équilibrée. Ça doit être quelque chose d'équilibré, mais d'équilibrant pour vous. Ça veut dire quelque chose qui va correspondre à votre équilibre, à votre rythme de vie. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas de tout changer. Voilà. En premier lieu, si on doit retenir quand même deux choses, c'est vraiment pour moi les boissons sucrées, l'alcool, effectivement, d'essayer de diminuer l'alcool petit à petit et de l'arrêter au moment du désir de grossesse, et vraiment les boissons, enfin les produits sucrés. Et par produits sucrés, on dit les gâteaux industriels, par exemple. Est-ce que... Voilà, ça va être tout ce qui va être. Alors déjà, globalement, tout ce qui va être hyper industriel. Alors, en alimentation, je rejoins Pascal, c'est pas comme pour le tabac. Le tabac, on va vous dire effectivement d'arrêter de fumer, ça va. On a des études, on a des preuves, on a eu des cohortes, etc., qui montrent vraiment l'effet favorable. En alimentation, on a des preuves, mais on n'a pas non plus des choses. Voilà, c'est pas parce qu'on va manger un gâteau industriel de temps en temps que ça y est, on a tout est fichu, etc. Donc, en fait, c'est de faire des petits pas tous les jours, de se dire, bon, bah voilà, là, j'améliore ça. Effectivement, si je mange des gâteaux industriels dès le matin qui va me faire un pic de glycémie et qui sont pas forcément recommandés, peut-être revoir d'abord le petit déjeuner. Après, revoir le nombre de gâteaux. Est-ce que je grignote? Est-ce que dans la journée, j'en consomme beaucoup, etc. Est-ce que globalement, sur la journée, je consomme beaucoup de produits sucrés? Maintenant, on essaye de les enlever. Si c'est juste le petit plaisir du gâteau industriel avec son café le midi, c'est pas un problème. Donc voilà, tout est dans combien j'en consomme. Et effectivement, ça va être donc les gâteaux industriels, les boissons sucrées pour le coup, franchement, voilà. Je sais que pour certains c'est le plaisir, mais si vraiment il y a quelque chose à enlever, et souvent c'est, je le vois avec les patients, c'est quelque chose qui finalement se négocie plutôt bien. Parce qu'en fait, oui, il y a du plaisir à consommer son soda, mais on se rend compte qu'en fait, si on doit choisir entre son petit gâteau de 4 heures ou son petit carré de chocolat ou ça, souvent la boisson sucrée, c'est ce qu'on arrive à éliminer quand même assez facilement. Donc voilà, tout ce qui va être boisson sucrée et les gâteaux et globalement même les plats très industrialisés, très transformés, qui sont vraiment à limiter en première intention, je pense. Et alors, est-ce qu'il y aurait un régime idéal en préconception? Je sais que moi, j'entendais parler du régime méditerranéen, je crois. Mhm. Qu'est-ce que ça comprend? En quoi ça consiste? Alors, régime méditerranéen, c'est tout simplement en fait une alimentation qui va être très équilibrée, qui va être riche en végétaux, donc en fruits, en légumes, qui vont vous apporter ben, des minéraux, des vitamines, des fibres. Donc déjà, il y aura ça. Ça va être aussi riche. Alors souvent dans le régime méditerranéen, c'est surtout l'huile d'olive. Mais après, on peut aussi varier ces huiles en incluant des huiles qui vont être riches en oméga 3, comme voilà, l'huile de colza, l'huile de noix, etc. Ça inclut beaucoup de poissons, donc on limite vraiment tout ce qui va être charcuterie, très gras, très salé, et qui va quand même être pro-inflammatoire. Je pense qu'on va revenir sur ce côté un peu inflammatoire après. Donc, c'est de favoriser plutôt les viandes blanches, les poissons, notamment les poissons gras, comme par exemple la sardine, le maquereau, qui sont assez faciles à consommer, parce que pour le coup, vous pouvez les prendre même en boîte. C'est pas, on n'est pas obligé d'aller acheter ces sardines fraîches tous les 2 jours. D'accord? Au niveau des féculents, c'est la même chose. On va essayer d'être plutôt sur des féculents complets ou semi-complets. Et à défaut, si le goût vous gêne, etc., de limiter tout ce qui va être, par exemple, les féculents
cuisson rapide, 3 minutes, qui sont finalement déjà prédigérées. Et pareil au niveau de la digestion, de la glycémie, etc., qui vont être moins bons en tout cas que quelque chose de plus brut comme le complet ou le semi-complet. Pascal, vous partagez cette idée d'intégrer un peu d'éléments du régime méditerranéen dans l'alimentation? Ah oui, oui, en fait, c'est quand on n'a pas le temps en consultation, parce que nous, les médecins, on est les mauvais élèves, on veut toujours aller trop vite et on est content d'avoir des diététiciennes qui reprennent les grands principes avec nous. Donc, quand on veut aller vite, on le dit, bah, faites le régime méditerranéen, vous regardez, vous retrouverez toutes les consignes sur Internet et surtout, revoyez tout ça avec la diététicienne. Donc, le régime méditerranéen, c'est vraiment un fourre-tout qui est complet et on sait que il a fait ses preuves en santé générale. Et comme le disait Johanna, euh, prévenir l'infertilité, c'est aussi prévenir la santé en général. Donc, cette alimentation méditerranéenne, elle est démontrée dans le monde et on sait que, euh, on va dire, la longévité est aussi corrélée à ce régime méditerranéen. On parlait. Surtout que, en plus, alors je me permets juste en fait de rebondir sur le mot régime parce que du coup on a l'impression Oui. que c'est un truc de Ouais, dingue, qu'on va ouais, peut-être se priver. Moi perso, en consulte, je dis jamais le mot régime parce ah qu'en oui, fait on n'est pas au régime, juste on rééquilibre et on corrige c'est ça. peut-être certaines erreurs. Donc c'est vrai qu'on dit régime méditerranéen, on Ouais, pourrait, enfin le terme vraiment alimentation méditerranéenne, je trouve qu'il serait plus approprié et qui ferait peut-être un peu moins peur à certains c'est aussi. vrai. Mais c'est tout simplement vraiment, voilà, une alimentation où on va avoir des légumes, des fruits, un peu de féculents, des protéines pas trop grasses, etc. Donc en fait, quand on y pense, c'est assez réalisable. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a des interdits. C'est pour ça que j'aime pas le mot régime. Tout de suite, c'est quand même synonyme du mot restriction, alors que le but, c'est pas du tout d'avoir une restriction alimentaire. Parce que si on se je sais pas, si de temps en temps il y a une raclette, si de temps en temps on se mange un McDo, en fait, c'est pas grave du tout dans le cadre d'une alimentation qui est globalement équilibrée, où il va aussi, on va reparler de l'activité physique plus tard, mais où globalement le mode de vie est plutôt sain. On peut tout faire en fait. Donc tout dépend de la fréquence effectivement et de ce qu'on fait à côté. Et vous parliez tout. Pardon, oui, Pascal? Je disais que le régime, pour moi, ça fait moins peur que la diète méditerranéenne, parce qu'il y a il y a aussi beaucoup de personnes qui parlent de la diète Ah oui, méditerranéenne. mais Je trouve en que ça fait, oui, fait c'est pire synonyme. Mais régime, encore. diète, parce qu'en fait, quand on dit régime ou diète, déjà, même les gens qui viennent me voir, sur un régime, on a l'impression que c'est le truc magique. Non, alors Ouais, qu'en fait, c'est pas magique, que ça soit pour la question de la fertilité, pour la question de la perte de poids, pour la question de la prise de poids, la question des troubles alimentaires. En fait, il n'y a rien qui est magique. ouais, C'est voilà, une alliance entre le médecin, le diététicien et vous, les patients qui se fait où on va un peu tâtonner ensemble de bah finalement qu'est-ce que moi je suis prête à faire dans ma vie de tous les ouais. jours et ok bon bah dans ce cas on peut mettre ça en place mais en fait c'est pas comme je dis aux gens en fait c'est pas un régime on va pas d'un point A à un point B de façon linéaire et parfois on va passer voilà on va bifurquer un petit peu et rien n'est grave donc c'est pour ça que voilà je pense que alimentation méditerranéenne ça sera très bien comme terme pour ce soir. On va rester dessus. Le choix des mots est important, surtout Ouais, dans c'est ces vrai. aventures-là, où il faut bien choisir ses mots. Je voudrais juste m'arrêter un instant sur le petit déjeuner. Alors, parce que c'était rapidement évoqué, Johanna, tout à l'heure. Moi, j'ai entendu dire que le café, c'était pas dingue pour la fertilité, notamment pour les messieurs. Ou en tout cas, pareil, il faut pas en abuser, quoi, parce que certaines personnes aiment bien. Et que le petit-déj était un peu le symbolique d'une amélioration. Quel serait un bon petit déjeuner adapté quel conseil vous nous donneriez là-dessus? Alors déjà, le premier conseil pour le petit, enfin déjà au réveil, en fait, le premier conseil, c'est effectivement de ne pas se précipiter sur son café à 6 heures, 7 heures ou 8 heures du matin au pied, voilà, à peine descendu de son lit. Plutôt de voilà, bien s'hydrater, prendre le temps et aussi analyser un petit peu. Donc, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup là-dessus, c'est analyser un petit peu ses sensations alimentaires, de voir où on en est, est-ce qu'on a faim, on n'a pas faim, etc. Et du coup, quel choix alimentaire je vais faire face à cette sensation.
Donc, au niveau du petit déjeuner, alors déjà, je vais peut-être casser un mythe, c'est que le petit déjeuner, il n'est pas obligatoire, comme on nous l'a souvent survendu. Attention, c'est le repas principal de la journée. Voilà, c'est pas forcément le cas. Si vous n'avez pas faim, allez pas vous forcer à manger à tout prix un petit déjeuner qui vous correspond pas. Ça, c'est valable. Alors, selon effectivement le métier qu'on fait, en général, on arrive quand même à se dire, bon, bah, on peut prendre une petite collation un peu plus tard dans la matinée et pas forcément se forcer à manger à un moment où au final le corps ne demande rien. D'accord? Et alors, quand on a faim, qu'on prend son petit déjeuner, idéalement, ça serait quand même d'éviter à tout prix à ce moment-là les produits sucrés. Donc, on va privilégier un petit déjeuner qui va contenir du gras, qui va contenir des protéines et du coup qui va être digéré de façon assez lente et assez linéaire. En fait, le matin, dès qu'on mange trop sucré ou des choses très industrialisées et du coup qui se digèrent rapidement, en fait, on crée un pic de glycémie et du coup, on sécrète, donc après Pascal me rejoindra à ce moment là-dessus, on sécrète de l'insuline de façon importante. Donc, on sécrète de l'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Le corps n'est pas parfait, donc souvent le matin, vu qu'il y a des grosses sécrétions d'insuline, on va se retrouver ce qu'on appelle en hypoglycémie réactionnelle, en fait. Ça veut dire que vous allez prendre votre petit déjeuner sucré parce que, bah voilà, on n'a pas le temps. Allez hop, on a bu son café, on a mangé son petit biscuit et on va au travail. Sauf que une heure après, souvent, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir faim. Et du coup, faim parce que un peu en hypoglycémie réactionnelle. Et du coup, vous allez avoir envie de manger quoi, un peu de façon urgente, parce que tout d'un coup, on se sent pas super bien, bah, on a envie de manger à nouveau du sucre. Et du coup, on part dans un cercle vicieux où, du coup, on va consommer beaucoup plus de produits sucrés que si on avait un petit déjeuner qui serait plus riche en protéines, plus riche en bonnes graisses, avec éventuellement des céréales qui vont être plutôt complètes et lentes à digérer. Très bien, donc vaut mieux un peu de salé, de protéines le Alors, matin. soit salé, effectivement, on peut, voilà, on peut se dire le matin, bah, c'est peut-être le bon moment pour manger un pain de bonne qualité avec sa tranche de fromage si on a envie de salé. Ça peut être l'avocado toast qui est quand même assez à la mode avec voilà, sa tranche de pain, son avocat et son œuf dessus. Ça, c'est un super petit déj. Et après, on peut aussi se dire, ça peut être un petit peu soit de lait végétal, de fromage blanc avec des flocons d'avoine, éventuellement un petit peu de beurre de cacahuète. Enfin, voilà. On peut aussi avoir le goût sucré. En fait, il y a une différence entre avoir une saveur plutôt douce sucrée et avoir vraiment un produit méga sucré qui se digère vite. Très clair, merci beaucoup. Bah, dès demain matin, j'espère, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez, que vous pourrez appliquer en tout cas tenter déjà, voir, ou on vous laisse au moins le temps de faire les courses avant de manger. Pour continuer, en fait, pour revenir un peu sur sur les parcours d'infertilité, et notamment, c'est vrai que nous, à l'association, on a pas mal de femmes qui ont de l'endométriose, du SOPK. Et dans ce cas, Pascal, est-ce qu'il y a des régimes spécifiques à suivre? Parce qu'on évoquait tout à l'heure le sujet de l'inflammation. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à suivre quand on a ces pathologies-là? Alors, oui, faut pas que j'oublie de vous parler des compléments alimentaires. J'ai oublié d'en parler Ouais, avant. moi aussi, j'ai fait une note Voilà. là-dessus. Donc pour le SOPK, en fait, on va préconiser un régime pauvre en sucre, surtout quand il y a de la résistance à l'insuline. C'est vrai que moi, parfois, j'ai des patientes qui ont un SOPK et qui sont longilignes, sportives, etc. Si on se met à leur dire d'arrêter le sucre, elles vont nous faire une aménorrhée hypothalamique et elles vont finalement avoir des troubles de règles qui sont liés à une alimentation trop hypocalorique. Donc moi, je vais vraiment prodiguer des conseils dans le SOPK uniquement chez le SOPK qui a une résistance à l'insuline. Et là, là, je vais rejoindre un peu Johanna. Je vais préconiser les 16 heures de jeûne de sucre, ce qui fait que le petit déjeuner du matin, si on dit qu'on arrête de manger à 20 heures le soir, on peut remanger du sucre à midi le lendemain, 16 heures après, on met l'insuline au repos. Et le matin, qu'est-ce qu'on peut manger? Bah, soit rien, si on n'a pas faim,
soit un petit déjeuner protéiné avec, avec l'avocat et l'œuf, par exemple, éventuellement un peu de pain complet, même si c'est un glucide, mais on peut tolérer ça, mais on bannit les fruits, les jus de fruits, les compotes, les biscuits, les céréales, etc. Et j'explique comme ça aux patientes que leur insuline est mise au repos pendant 16 heures et qu'elle va être moins réactive et qu'elle va moins favoriser le stockage des graisses. Après, je vais leur dire de faire attention aux index glycémiques élevés. Donc, par exemple, on parlait des cuissons, des carottes râpées, ça va être moins sucré que des carottes cuites, donc pour les autres repas. De bien associer des légumes chaque fois qu'elle mange des féculents, hein, des fibres pour diminuer le- le- l'effet glycémique de ces aliments. Et puis, d'éviter tous les plats industriels, comme on en a déjà parlé, parce que dans ces plats industriels, entre les rehausseurs de goût et les conservateurs, il y a des perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, on a démontré que ces perturbateurs endocriniens avaient un effet sur la résistance à l'insuline. Donc, c'est la double peine. Le plat industriel trop gras, trop sucré, trop salé, il est en plus obésogène à cause de ces perturbateurs endocriniens. Voilà, donc pour le SOPK, je m'aventure pas à leur proposer un régime pauvre en sucre quand il n'y a pas quand il y a pas de surpoids ou quand il n'y a pas de résistance à l'insuline. Mais bon, peut-être que Johanna va nous apporter un autre éclairage. Et puis pour l'endométriose, alors pour le coup, on a moins de surpoids dans l'endométriose. On a fait une étude avec un questionnaire. Les patients qui ont de l'endométriose ont plus souvent un poids normal. Et donc, leur imposer aussi un régime qui pourrait devenir hypocalorique si on leur dit de ne pas manger du sucre qui est inflammatoire, elles risquent, là encore, comme dans le SOPK, de perdre trop de poids. Alors, c'est là que j'insiste sur une alimentation riche en oméga 3, en leur disant d'éviter l'alcool, la viande rouge. Et alors, il y a une méta-analyse très intéressante de 2021 qui montre que les produits laitiers diminuent l'endométriose. Et souvent, on a des patientes qui disent non, bah, je bois plus de lait, je mange plus de fromage, etc. Et en fait, il y a vraiment une méta-analyse de 2021 qui regroupe plein d'études et qui montre de façon vraiment très nette que une alimentation riche en produits laitiers diminue l'aggravation de l'endométriose et l'incidence de l'endométriose. Dans ces produits laitiers, on exclut le beurre parce que, en revanche, le beurre va aggraver l'endométriose. Mais dans les produits laitiers, ils testent les yaourts, le fromage, donc pas uniquement le fromage de chèvre, mais les fromages en général. Les produits allégés en graisse ont le même effet que les produits au lait entier. Vous voyez, donc j'ai trouvé ça vraiment, cette étude très intéressante et ça permet peut-être de moins bannir ces produits laitiers qui, dans le régime inflammatoire, souvent on dit chez le rhumatologue, arrêtez le lait, vous aurez moins mal aux articulations. Mais en tout cas, dans le cadre de l'endométriose, de façon très claire, les produits laitiers améliorent le développement de l'endométriose. Je pourrais même vous donner la référence, c'est vraiment une étude qui est passionnante. Intéressant. Euh, voilà. Et puis alors chez l'homme, donc il y a le SOPK, l'endométriose, et puis chez l'homme, l'alimentation méditerranéenne, pas le régime, l'alimentation méditerranéenne, qui est donc riche en oméga 3 puisque plus riche en poisson qu'en viande, riche en antioxydants. Chez l'homme, le lycopène, le resveratrol, le lycopène, je crois qu'on le trouve dans les tomates. C'est très bon pour la fertilité masculine. Et puis, un régime riche en noix, pauvre en acides gras saturés, trans. Enfin, on revient un petit peu là-dessus. Donc, les acides gras trans. Voilà, les acides gras trans. Et puis, Pardon, qu'est-ce que c'est les acides gras trans? c'est les acides gras saturés c'est intermédiaire. Enfin, c'est En fait, c'est des...
C'est des acides gras à la base qui sont pas saturés. Ça va être par exemple des huiles végétales et que les industriels, ben, pour des raisons économiques et surtout pratiques, ont besoin de solidifier. Donc en fait, ils vont modifier la structure naturelle de cette huile et du coup, ils vont saturer. Donc en fait, les huiles, d'un point de vue chimique, c'est un peu compliqué, mais il y a surtout sur les huiles végétales, il y a des doubles liaisons. Ils vont rajouter de l'hydrogène, en fait, pour modifier la structure chimique et que une huile qui est de base liquide devienne solide. Donc, Mm. et par exemple, c'est le cas de plein de produits industriels qui se disent, ah bah c'est sans huile de palme, ok, sauf que l'huile de palme, alors ça veut pas dire qu'il faut en manger plein, mais d'un point de vue écologique, c'est un désastre. Mais par exemple, elle, c'est une huile qui est quand même solide, plutôt solide à la base, et qui est facilement solide en tout cas. Du coup, ils mettent d'autres huiles qui sont certes bah, pas d'huile de palme, mais qui vont être obligés de transformer pour obtenir la texture qu'ils veulent. Donc Ouais, ça, je vous invite à vraiment regarder, c'est écrit hein, sur les étiquetages nutritionnels, et de vraiment limiter. En fait, quand on en consomme, bah, c'est encore moins bien assimilé que des acides gras saturés, donc qui vont être les acides gras saturés. Ça va être tous les acides gras qui vont être contenus dans le beurre, dans la crème fraîche, dans la viande. C'est les acides gras ouais, globalement qui découlent des matières animales, d'accord? Des aliments animaux. Et du coup, les acides gras trans, bah, comme ils sont vraiment pas naturels, encore moins que les acides, enfin, du coup, moins que les acides gras saturés qui sont pas terribles déjà pour le cholestérol, etc. Eux, ils vont être vraiment pas du tout tolérés par le corps. Et donc, on peut avoir une augmentation du mauvais cholestérol et d'autres effets délétères. mm. Ok. Et c'est vrai que chez les hommes, bien leur rappeler l'alcool, les boissons sucrées, etc. Parce qu'ils se sentent souvent un peu moins Ça arrive. concernés que les femmes sur le plan de l'alimentation, je trouve. Moi, j'avais entendu pour les hommes, alors on dirait une punition, mais c'est pas le cas, hein, le café et le chocolat. Que vous Euh, avez entendu ça ou pas? Bah, le café, en fait, je pense que c'est comme chez la femme, hein, trop de café, ça augmente les fausses couches. Mais franchement, je pense qu'en dessous enfin, en dessous de 3 cafés par jour, je pense pas qu'il y ait d'effet délétère, hein. C'est marqué Ah. nulle part, hein. Enfin, je Mhm. sais pas ce que. Oui, non, moi je suis assez d'accord. Je pense que 2, 3 cafés dans la journée, c'est OK. Après, au-delà de. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui consomment 10 cafés par jour. Ben, de toute façon, aussi bien, ben, encore une fois, pour la fertilité que pour la santé, ça va créer des sécrétions de cortisol qui sont pas forcément naturelles, en fait, ce qui est l'hormone du stress. Et du coup, il va avoir plus de graisses abdominales qui vont être stockées, etc. Donc, ça va pas forcément dans le sens d'une bonne fertilité, effectivement. Hmm. Alors avant de passer sur le sujet des polluants, parce qu'on pourrait parler d'alimentation pendant tout le webinaire, c'est vraiment très intéressant. Euh, Juste peut-être sur les compléments alimentaires, parce que vous avez visiblement toutes les Oh, deux noté des choses. alors, Donc voilà. Pascal, peut-être, qu'est-ce que vous vouliez dire Oui, là-dessus? vous voyez, j'allais encore oublier d'en parler. En fait, 3 mois avant la conception, souvent les patientes, comme ça coûte quand même cher, et elles vont commencer quand elles sont enceintes, mais quand elles sont enceintes, elles sont parfois déjà à 6 semaines d'aménorrhée. Or, le neurodéveloppement de l'embryon, déjà, ça commence à 5, 6 semaines d'aménorrhée. Donc, il faut bien commencer les compléments alimentaires avant. Et donc, ce qui est vraiment aujourd'hui démontré, et avec des études à l'appui, c'est donc l'acide folique, parce qu'on en a dans l'alimentation, mais malgré l'acide folique de l'alimentation, on est carencé. Et aujourd'hui, donc, on recommande de l'acide folique 4 folies qui est bien métabolisé dans l'organisme, puisqu'il y a beaucoup d'anomalies enfin, des mutations de la MTHFR chez plus de 20% de la population. Donc aujourd'hui, des compléments alimentaires avec de l'acide folique méthylé. Et puis, les compléments en iode, pourquoi? Parce que la carence iodée fait baisser le QI. Donc aujourd'hui, on n'est plus carencé comme les crétins des Alpes qui n'avaient pas suffisamment d'iode, puisque le sel est iodé maintenant. Mais on a des perturbateurs endocriniens qui viennent croiser avec l'iode de nos hormones thyroïdiennes. Et donc, on a des carences iodées liées aux pesticides, par exemple. Donc, il faut absolument
commencer une substitution en iode et en acide folique 3 mois avant la conception. Voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Ok, très clair. Johanna, peut-être que tu voulais... Alors moi j'avais renoté pour le SOPK, mais Pascal doit mieux connaître sûrement que moi, des compléments qui sont riches en myoinositol. Ah oui, 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 bien sûr, le Voilà, en myoinositol. fait, donc par exemple j'avais noté le Zito, qui en a d'autres, je ne sais Oui, pas lequel oui, vous oui, il y en a plein. préconisez. Moi, je prescris le Gino PK parce que c'est un seul sachet au lieu de deux. Mais il y a aussi du myoinositol tout court. Mais là encore, je vais préconiser le myoinositol uniquement s'il y a de la résistance à Oui, l'insuline. oui, tout à fait. Voilà. Voilà. En fait, le rôle donc, de ce complément, ça va être de réguler le métabolisme, notamment le métabolisme des sucres, en fait, parce Ouais. que ça va diminuer la sensibilité, non, À pardon, ça va l'insuline. augmenter la sensibilité à Ouais. l'insuline et ça va diminuer Ouais. l'insulino-résistance. Résistant. Ouais. Et du coup, quand on a une meilleure insulino-résistance, en fait, ça veut dire que le corps, naturellement, doit produire moins d'insuline, doit en produire une quantité normale pour réguler sa glycémie. Et a priori, il y a eu quand même des études, donc Pascal, là, je vous fais confiance là-dessus, parce que je suis moins experte que vous, mais qui montrent que justement, quand on a une résistance à l'insuline et qu'on doit sécréter beaucoup, beaucoup d'insuline pour réguler sa glycémie, ça perturbe aussi les hormones du cycle ovarien et parfois, ça peut perturber du coup l'ovulation et les cycles réguliers. C'est surtout, vraiment, ça a un effet, le traitement de la résistance à l'insuline, sur l'ovulation. On a des patientes qui vont prendre 3 mois ce traitement et qui vont le coupler à un régime pauvre en sucre. Et on rétablit des ovulations, des patientes qui avaient des règles tous les 3 mois, tous les 4 mois, et qui reviennent et qui disent, écoutez, en 3 mois, bah, j'ai eu mes règles 3 fois. Alors, on vérifie qu'elles ont bien ovulé, mais vraiment, il y a des effets, là encore, très, très spectaculaires, avec 3 mois de prise en charge axée sur le métabolisme glucidique. Merci beaucoup en tout cas pour ces conseils très pratico-pratiques et du coup très clairs. On va avancer vers le thème suivant parce que c'est quand même un thème malheureusement très important et très présent et contre lequel on ne sait pas trop quoi faire finalement. Et là, je parle des polluants et plus précisément des perturbateurs endocriniens. Pascal, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les principaux perturbateurs endocriniens dont on parle aujourd'hui et en tout cas ceux qui peuvent impacter la fertilité? Alors, déjà, je voulais revenir sur la définition du perturbateur endocrinien. C'est une substance chimique qui interfère avec le métabolisme des hormones. C'est pour vous expliquer en quoi ça va impacter la fertilité. Donc, ces produits chimiques vont interférer avec le métabolisme des hormones sexuelles, c'est-à-dire les œstrogènes, les androgènes, mais aussi avec le métabolisme des hormones thyroïdiennes, ce que je vous ai expliqué sur l'iode tout à l'heure, et le métabolisme glucidique. Donc, les effets obésogènes et diabétogènes des perturbateurs endocriniens. Et donc, ils ont un deuxième effet qui est plus gênant, c'est un effet épigénétique, parce que l'effet hormonal, il est réversible, c'est-à-dire que on va voir la patiente en préconception, on va lui dire d'éviter l'exposition à plein de perturbateurs endocriniens, et on sait que l'effet est réversible, donc on va avoir un effet intéressant. Alors que lorsque ces perturbateurs endocriniens sont présents, par exemple, pendant la grossesse, donc ils vont modifier l'expression des gènes du fœtus exposé. Et donc là, les effets de ces perturbateurs endocriniens vont être irréversibles. C'est pour ça que c'est très important pendant la grossesse de poursuivre les consignes de la préconception. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus. Ensuite, donc, ils sont malheureusement partout, ils sont ubiquitaires et on va se contaminer par inhalation, donc tout ce qu'on va respirer, aussi bien l'air intérieur que l'air extérieur, en sachant qu'on dit aujourd'hui que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Donc, si on aère au moins 15 minutes tous les jours son appartement ou sa maison, on va déjà évacuer tous ces perturbateurs endocriniens de l'air intérieur. Après, on va se contaminer par ingestion, donc avec ce qu'on mange et avec ce qu'on boit. Donc là, il faut faire très attention à l'alimentation. Et finalement, cette alimentation saine et équilibrée dont on vous a parlé,
C'est une alimentation le plus souvent pauvre en perturbateurs endocriniens, surtout si elle est bio et si elle n'est pas dans des emballages ou hyper industriels. Et puis, on va aussi se contaminer par contact cutané. Et là, c'est les cosmétiques. Donc, vous voyez, ça fait plusieurs sources de contamination. On n'oublie pas le tabac et l'alcool qui sont des réservoirs de perturbateurs endocriniens. Dans une cigarette, il y a 4000 perturbateurs endocriniens. Donc, par exemple, un patient, je prends souvent l'exemple des hommes, excusez-moi messieurs qui nous écoutez, mais l'homme fumeur, ça sert à rien de lui dire de manger bio ou d'éviter les plats industriels. Déjà, il arrête de fumer et ça va être hyper rentable. Et pareil, l'alcool, mais en fait, c'est le vin. Alors, je ne vais pas dire qu'on peut boire du vin bio, mais c'est moins pire, le vin bio, que le vin, le jus de pesticide, j'appelle ça maintenant. Mm. Alors, dans quoi on va retrouver ces perturbateurs endocriniens? Donc, j'ai dit dans l'air, dans les cosmétiques, mais dans 80% des cas, c'est dans l'alimentation. Donc, c'est vraiment l'alimentation, et je pense que Johanna reviendra là-dessus, c'est là qu'on va être le plus rentable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que plus on est gros, plus on mange et plus on stocke les perturbateurs endocriniens. Donc, en fait, c'est bien de manger un peu moins parce qu'on a moins de chances d'être pollué par ces perturbateurs endocriniens. Et on va les retrouver donc dans les pesticides. On va les retrouver dans les poissons, volailles, viandes, produits laitiers. Donc, vous voyez, par exemple, un produit laitier qui n'est pas bio va peut-être être bon en termes d'apport nutritionnel, mais s'il apporte beaucoup de perturbateurs endocriniens, ça sera moins bon. Ensuite, on a aussi les phtalates, le bisphénolate et les PFAS qu'on va retrouver dans les contenants alimentaires, dans les emballages, les emballages en plastique. Donc, le contenant alimentaire va contaminer l'alimentation, d'autant qu'elle sera grasse, puisque par exemple, les PFAS sont liposolubles, donc ils vont adorer venir contaminer la pizza qui sera dans un emballage cartonné, par exemple. Ou le film, j'ai entendu le film plastique aussi, dans lequel on met tous nos aliments une fois qu'on a ouvert, on emballe dans le film plastique, ça c'est pas terrible non plus. C'est ça, mais en fait, il faut surtout pas que ça chauffe. C'est vraiment le chauffage de ces emballages ou du plastique. Vous voyez, la pasta box, c'est vraiment une cata parce qu'on va mettre les pâtes dans un carton directement au micro-ondes, en fait. Et ce Mm, carton, il est bourré de PFAS. mm, mm. Voilà. Et dans l'alimentation, il y a des conservateurs, et les conservateurs, c'est comme dans les crèmes, ce sont des parabènes. Donc, ça aussi, c'est un perturbateur endocrinien. Très bien, bah, ça fait quand même Voilà. un panorama. Si je résume, on évite les plastiques dans l'alimentation, en tout cas pas de chauffer, on aère sa maison, on arrête de fumer, on boit moins d'alcool et bio si possible, si on se laisse tenter par un petit verre de vin le week-end. Et non, bah, ça permet d'avoir un bon panorama. L'heure tourne et du coup, on a encore d'autres sujets à traiter, donc je vais passer au suivant. Mais en tout cas, c'est déjà très intéressant. Et vous voyez que c'est des petites choses finalement. Enfin, je veux dire, aérer son appartement, sa maison, finalement, c'est pas un gros effort de changement de mode de vie. Et toutes ces petites choses mises bout à bout, finalement, peuvent avoir un impact. Et on le disait en introduction, effectivement, sur ce parcours d'infertilité, si on est là-dedans, mais tout simplement sur sa santé. Et puis, si on arrive à avoir un bébé, ce sera tant mieux pour bébé si on garde ces pratiques derrière dans la vie de parents. Sur l'exercice physique, du coup, rapidement, je vais plutôt me tourner vers Johanna sur cet exercice physique. On disait tout à l'heure, pas la peine de se mettre tout d'un coup à faire du sport. Quels seraient les conseils là à des personnes qui font justement habituellement peu de sport? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour faire évoluer ça? Alors, déjà, pour des personnes qui font pas beaucoup de sport, qui ont un travail assez sédentaire de bureau, etc., c'est vraiment d'essayer de se donner un temps pour marcher, idéalement quotidiennement. Ben, le but, en fait, c'est de se dire, le corps n'est pas fait pour rester immobile, d'accord? Et du coup, la marche
moi je le dis souvent à mes patients, ça va être déjà le premier traitement qui va être efficace sur la prévention du diabète, de l'ostéoporose, etc. Et donc, voilà, donc on parle, je rebondis sur le diabète. Pourquoi sur le diabète? Parce que la marche, ça va vous permettre vraiment de la glycémie. Et encore une fois, on disait, ah, je ne sais pas si vous m'entendez bien, ça me met des signaux Ouais, instables. ça a coupé Ok, un petit peu, mais on entend la ok, marche pardon. sur la glycémie. Mm. Voilà, donc en fait, le fait de bouger son corps va réguler euh, notamment, enfin beaucoup de choses dans le corps, notamment la glycémie. Et donc, pour des patients ou des patientes qui ont tendance à avoir de la résistance à l'insuline, ça va avoir un effet positif. Donc, déjà, D'accord. le premier conseil, tout simplement, c'est de marcher. Après, on peut aussi pratiquer une activité physique. Donc, l'idée, c'est pas effectivement de se mettre à faire du CrossFit tous les jours, 3 heures par jour, d'accord? Mais d'avoir peut-être une activité un petit peu plus douce. Et on peut mettre du renforcement musculaire, euh, courir un peu si vous êtes un peu plus sportif, pourquoi pas. Euh, Ça peut être aussi des pratiques de pilates, de yoga, de choses comme ça. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de mobiliser son corps pour, voilà, pour favoriser une bonne santé et du coup avoir peut-être aussi une ovulation qui va être plus régulière, etc. Donc après, je reviens quand même sur le CrossFit. Donc bien sûr, il n'y a pas d'interdiction. Attention, si parmi nous, il y a des grandes sportives, effectivement, Pascal va me confirmer, mais il me semble que ça peut quand même perturber en termes de Population. hormonal, en fait, des pratiques vraiment trop intensives de musculation, etc., parfois peut générer des perturbations au niveau du cycle. On va avoir l'effet inverse, effectivement. C'est comme je disais tout à l'heure, un régime chez quelqu'un qui est déjà mince, une perte de poids importante ou un exercice physique trop intense va entraîner des troubles de l'ovulation, mais cette fois par un autre mécanisme. Donc là, ça serait contre-productif en fait. Mm. Très clair. Exactement. Ben, c'est pareil, en fait. C'est des petits changements, enfin, de marché. Voilà, c'est aussi essayer de, pardon, pardon, de faire évoluer son quotidien. Il nous reste 3 minutes avant d'entamer les questions-réponses parce qu'il y en a, j'en ai déjà vu passer et je pense qu'il y en aura d'autres. Donc, je vais juste aborder le dernier point. Et Pascal, là, je me tourne plutôt vers vous. Sur le sommeil, qui est quand même quelque chose de très important aussi, qui peut souvent être négligé de la part des Français de manière générale, et auquel on ne va pas forcément penser dans un parcours de tentative d'avoir un enfant. Et là-dessus, quelles sont les préconisations? Alors en fait, autant sur l'alimentation, sur l'exercice physique, sur le tabac, on a vraiment des études bien menées avec des niveaux de preuve intéressants. Autant sur le sommeil, ce sont des études un peu sporadiques. Et globalement, l'impact du sommeil, c'est surtout sur le vieillissement ovarien. Et donc on dit que, il ne faut pas hésiter à se substituer en mélatonine quand on a des réveils nocturnes, etc. On préconise au minimum 6 7 heures de sommeil par nuit, en fait, hein, ça c'est important. Et les réveils nocturnes vont pas être trop bons. Donc, j'aurais envie de dire que chez une patiente qui a déjà une réserve ovarienne un peu faible ou une patiente de plus de 38 ans, comme il y a un peu moins de mélatonine, la mélatonine, elle diminue aussi un peu avec l'âge, euh, et ben, il faut effectivement essayer de jouer sur la qualité de sommeil. Et on a des études, les quelques études qu'on trouve dans la littérature montrent que, par exemple, en fécondation in vitro, en substituant en mélatonine ou en améliorant la qualité de sommeil, on va améliorer la qualité de l'embryon en FIV. Ça a été, il y a des études qui regardent la qualité de l'embryon et qui regardent aussi le nombre de jours de stimulation. Enfin, vous voyez, voilà, ça agit sur la réserve ovarienne et c'est un petit plus. Je dirais que le sommeil, on va s'y pencher peut-être un peu plus chez des patientes qui ont une réserve ovarienne plus basse, voilà, pour pas Mm. l'aggraver. Mais par exemple, l'effet de la mélatonine n'augmente pas de façon significative le taux de grossesse. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que le sommeil, c'est vraiment de tout ce qu'on a dit le moins important, mais il faut savoir en tenir compte aussi. Alors, Je pense. si Ouais. je peux me permettre de rebondir sur le sommeil, donc effectivement, peut-être que sur les effets
direct sur l'ovulation, la grossesse, etc. Il n'y a pas eu beaucoup d'études. Par contre, ça a quand même aussi un lien avec la régulation de l'appétit. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un manque de sommeil, ça peut largement dérégler les hormones, en fait, la leptine, la ghréline, etc., qui sont les hormones de la faim ou de la satiété. Et chez des patientes qui ont un surpoids ou une obésité, ça va jouer du coup le fait de mieux dormir. Elles vont ben, mieux ressentir la satiété. Il y aura aussi peut-être moins de grignotage nocturne, etc. Donc, dans tous les cas de figure, c'est quand même conseillé de bien dormir. Excellente remarque, Johanna. Et je complète et boucle le cycle sur le sommeil, sur le fait que surtout quand on est dans un projet bébé qui est toujours, qui peut, quand il n'arrive pas, peut créer des tensions, être bien apaisé permet de prendre les choses un peu plus positivement et encore plus quand on est sous traitement en parcours d'AMP qui est déjà bien, qui sont déjà bien fatigant en fait. Finalement, c'est tout bénef de dormir un peu mieux pendant ces périodes-là, même si c'est pas prouvé. Donc, dans la mesure du possible, c'est une demi-heure de plus, une heure. On éteint le téléphone un peu plus tôt, on arrête de scroller sur les réseaux sociaux pendant une heure avant de s'endormir. On essaie de fermer les yeux un peu plus tôt. Ça peut pas faire de mal, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. On va passer aux questions-réponses. En tout cas, merci pour ce panorama vraiment très, très intéressant et je suis vraiment ravie parce qu'on a fait le tour des sujets que je voulais évoquer et qui sont des questions vraiment fréquemment posées par les personnes qu'on rencontre au sein de l'association. N'hésitez pas. Alors, il y a déjà cette question, mais n'hésitez pas à les poser et puis on va y répondre dans la mesure du possible et pardon pour celles auxquelles on ne répondra pas. Euh, Très rapidement, alors Aurore nous pose la question, mais je pense qu'on peut vite y répondre. De quel régime pour une femme de 37-38 ans pour une future grossesse tardive? Je pense que tout ce qu'on a dit, dites-nous, Ça va mais peut-être est répondre valable mieux. finalement, quel que soit l'âge, non? Ouais, c'est Ça ça. va être reprendre les mêmes recommandations qu'on disait au début. Donc après, voilà, comme moi je leur dis, enfin je dis souvent enfin, d'avoir une assiette un peu idéale dans sa tête avec des légumes, un peu de féculents complets de préférence et une protéine qui soit pas une côte de porc échine tous les jours, mais ou une viande rouge, mais peut-être de varier avec des œufs, de la viande blanche, du poisson. Voilà, des produits laitiers, encore une fois, le produit laitier, ça va pas forcément être le yaourt aux fruits qui n'a plus le droit de s'appeler yaourt, je sais pas si c'était la marque, mais plutôt de partir sur des choses en fait plus naturelles, plus nature et de rajouter une petite cuillère, pourquoi pas, de sucre, de miel. Enfin voilà, on n'est pas dans on bannit tout le sucre, on peut en consommer de façon tout à fait raisonnable. Et voilà, on inclut des fruits, donc si on arrive à varier déjà son alimentation comme ça, c'est pas mal, sans se stresser, sans se disease. Hmm. Bah, justement, sur les yaourts, on a une question de Sonia qui dit, on entend beaucoup parler ou souvent parler du soja qui aurait un effet néfaste sur la fertilité consommée de manière excessive. Est-ce que les produits végétaux type yaourt ou lait végétaux ont réellement un effet sur la fertilité? Qui voudrait Chez répondre? l'homme. Ouais. Chez l'homme, le soja, c'est pas bon chez l'homme. Voilà, ça c'est une vérité. Après, chez la femme, le soja, c'est un perturbateur endocrinien naturel. Ça rajoute un peu d'œstrogène, mais c'est plutôt chez l'homme que ça va pas être très bon, en fait. Voilà ce que j'aurais envie de répondre. Ok. Pour les compléments alimentaires, une question de Maïmouna. Peut-on cumuler les compléments alimentaires pour favoriser l'ovulation? On en a parlé de deux ou trois tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut les cumuler? Hmm. Enfin, est-ce qu'on peut prendre plusieurs Peut-être pas compléments alimentaires? On parlait d'iode, l'acide folique ou d'autres. Oui. Disons qu'il faut, enfin, je pense que les oméga 3, l'acide folique, l'iode au minimum, le myo-inositol quand il y a une résistance à l'insuline, mais ça sert à rien de prendre deux marques d'acide folique différents, deux marques de myo-inositol. Enfin, je sais pas si c'est ça la question, mais euh, par exemple, si vous êtes sous acide folique, iode et que vous prenez des compléments d'oméga 3, je ne sais pas si ça sert à quelque chose de rajouter encore un autre complément alimentaire. Mais peut-être que Johanna a des préconisations sur le zinc, sur, je ne sais pas. Alors, ben, d'avoir un bon apport en zinc, en tout cas, oui, Voilà. ça peut être recommandé. Alors, je l'avais noté chez mon anti-sèche pour rien oublier. Ah oui, la vitamine D. Alors là, c'est pour la fertilité, mais pour le coup, c'est un conseil assez général.
bien prendre soit son ampoule, soit sa de vitamine D. Mais après, au niveau des compléments alimentaires, le mieux, c'est quand même de demander conseil à la pharmacie ou à son médecin ou à sa diététicienne éventuellement pour ne pas cumuler un complément qui contient déjà du zinc avec un autre qui contient et du zinc et de la vitamine D avec l'ampoule que le médecin m'a prescrit et de ne pas faire un cocktail de vitamines ou de minéraux avec tout ça. Oui, oui, le tout, c'est peut-être voilà, de ne pas enfin, de prendre un conseil, mais si on commence à les cumuler, de prendre l'avis Oui, d'un c'est ça. professionnel. Mm. On passe à tout autre sujet. J'enchaîne hein, les questions du coup qui sont différentes mais toutes très intéressantes. Pour les ustensiles de cuisine, nous demande Chloé, et les contenants alimentaires, quelle matière privilégier et est-ce que les contenants en silicone, c'est OK? Pascal. Ouais. Alors, bah, en fait, il faut éviter les plastiques d'une façon générale pour les contenants. C'est-à-dire que maintenant, il y a des contenants en verre, des tupperwares en verre, en fait. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Les ustensiles de cuisine, bah, pas ceux qui sont en plastique, mais plutôt en bois ou en métal. Et puis, c'est quoi d'autre les autres Les questions? casseroles, peut-être? Les casseroles, voilà, éviter Tefal, préférer céramique, enfin métal, mais éviter le téflon, puisque le téflon est bourré de PFAS, en fait. Hmm. Voilà. Plutôt le verre et éviter le Donc, téflon. OK. le verre, le bois, mais par exemple, vous voyez, remuer la ratatouille avec un ustensile en plastique, c'est pas bon, en fait. Ouais, Mhm. ouais. Vous Et savez, en silicone, elle disait, Chloé, les contenants en silicone. Non, bah, alors, mieux verre. c'est toujours mieux le verre, mais par exemple, vous savez, les moules des tupperwares là, en plastique, j'avais vu que ceux qui n'étaient pas colorés étaient moins pires en fait. Hmm. OK. Voilà, peut-être les marrons, mais Ouais. bref, moi je pense que d'une façon générale, il faut éviter tout ce qui est plastique qui va aller être chauffé à un moment donné. Hmm. Est-ce qu'il existe, nous demande une personne où je n'ai pas le nom, mais est-ce qu'il existe des recommandations en cas de travail en horaire décalé et parcours PMA? Alors, du coup, je suppose sur le sommeil, et il y a une autre question liée au sommeil, sur un complément possible à prendre concernant le sommeil, car AMH faible et je dors très peu et mal entre 4 heures et 5 heures par nuit. Eh ben, ça, c'est la mélatonine. Et la mélatonine, la dose qui est vendue dans le commerce, elle est de moins de 2 milligrammes. Elle est à 1,9 parce qu'en France, on n'a pas le droit de faire des comprimés de 4 ou de 6 milligrammes. Mais on peut, sans risque pour la santé, prendre 2 à 3 comprimés de mélatonine si on voit qu'avec un, on ne s'endort pas dans la demi-heure. C'est-à-dire que vous vous endormez correctement, mais si à 4 heures du matin, vous vous réveillez, un petit coup de mélatonine et dans les 30 minutes, vous vous rendormez. Et si ça ne marche pas, vous pouvez en prendre deux, voire trois. Voilà. Ok. Donc, Hmm. Une question de Charlotte ensuite, j'adore. Et je me suis posé la même. J'ai arrêté depuis longtemps, mais peut-on s'autoriser une manucure de temps en temps? alors, la manicure, la manicure, c'est vrai que c'est un problème. En tout cas, pendant la grossesse, moi, je leur dis d'éviter aux patientes hein, pendant la grossesse parce que je vous ai expliqué le côté un peu irréversible. Il vaut mieux éviter la manicure, les teintures, tout ça. Maintenant qu'on le sait, hein, moi, à mon époque, j'ai bu du champagne, je me suis fait des couleurs. Voilà, et je surveille l'évolution de mes fils. Mais bon, maintenant, conseil, vaut mieux éviter, mais on sait qu'il y a eu d'autres générations qui ont mal fait et c'est pas si catastrophique. Mais bon, bref, donc je pense qu'il vaut mieux éviter la manucure. C'est plus par rapport aussi aux produits, à ce qu'on va ressentir, ou alors il faut peut-être mettre un masque, vous voyez, je ne sais pas quoi vous dire, mais moi j'éviterais parce que par la matrice de l'ongle, il y a une diffusion quand même des produits chimiques. Bon, c'est pas obligatoire, hein, c'est pas comme Voilà, se nourrir ou dormir, hein, c'est ça. on peut éviter, mais du coup, ben non, Charlotte, Voilà, on peut s'autoriser, mais en sachant que c'est pas terrible, quoi. c'est Donc, pas top. hmm. Une personne nous demande quel est l'impact de la cigarette électronique. Est-ce que ça, Pascal, on a des infos? Oui. Alors en fait, pendant longtemps, je disais, écoutez, quand vous fumez une cigarette, vous fumez 4000 produits chimiques. Quand vous consommez la cigarette électronique,
consommer plus que trois, dont la nicotine, parce que la nicotine est un perturbateur endocrinien. Et donc, je disais, bah, à choisir, c'est moins pire la nicotine, c'est moins pire la cigarette électronique, parce qu'il y a le rehausseur de goût qui est à base de phtalate, et puis la nicotine. Mais il y a eu des études qui montraient une moins bonne qualité des ovocytes chez des femmes qui étaient à la cigarette électronique. Donc aujourd'hui, moi, ce que je recommande, c'est de consulter le tabacologue, de mettre des patchs, donc il n'y a que de la nicotine. Les tabacologues, ils ont la méthode pour arrêter de fumer. Vous arrêtez 3 mois et vous avez une meilleure qualité ovocytaire, une meilleure qualité de spermatozoïdes. Et vous congelez des embryons de meilleure qualité. Parce que faire une FIV chez un couple de fumeurs, obtenir 5 embryons congelés et avoir que des échecs parce que les embryons sont fragmentés par l'usage du tabac, non. Donc vraiment, il faut être radical et vraiment convaincre les couples d'arrêter de fumer 3 mois avant la FIV, surtout quand les deux fument. Et sinon, il y a les méthodes avec les lasers là dans les oreilles, etc. J'ai pas mal de bons retours. Après, il y a peut-être des rechutes, mais à la limite, peu importe. L'essentiel, c'est que la conception des embryons, la FIV, ait été faite euh, sans intoxication tabagique. Est-ce que je suis claire? Ouais. Là, pour le coup, vous voyez, autant je ne suis pas intégriste pour le mode de vie en général, autant pour le tabac, c'est vraiment du gâchis, quoi. Il faut arrêter de fumer quand on fait une FIV. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'ai visité un centre de FIV à Oxford parce que c'était soi-disant le centre de FIV qui avait les meilleurs résultats en Europe. Et moi, je m'étais dit, je suis une jeune FIViste, je vais aller voir le secret du centre d'Oxford. Et le secret du centre d'Oxford, c'est qu'ils refusaient les couples fumeurs. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mm. Alors que nous, en France, tout est remboursé, ça y va, oh, bah, vous fumez, on va quand même vous faire la FIV. Non, il faut être strict. Mm. Voilà. Je vais prendre une dernière question, désolée, parce qu'il y en a d'autres. Je suis désolée pour ceux pour qui on ne pourrait pas répondre, mais on en fera d'autres des webinaires parce que je vois bien qu'il y a eu du monde ce soir, il y a plein de sujets, donc on en fera d'autres. Je vais juste prendre une dernière question qui revient souvent. Et là, vous êtes peut-être toutes les deux à pouvoir répondre. Est-ce que le gluten favorise l'infertilité? Alors Ah, moi, je vais laisser Johanna et après, je prendrai la parole. Alors, c'est une très bonne question parce que ça fait souvent débat. Alors, à mon sens, le gluten ne va pas favoriser l'infertilité. Voilà, s'il y a des problèmes de fertilité, c'est pas juste, entre guillemets, à cause du gluten. D'accord? Maintenant, le gluten peut parfois, chez certains patients, créer un état un peu inflammatoire qui va pas forcément favoriser une bonne fertilité. Après, en réalité, le gluten, il ne semble pas qu'il y ait directement des études entre fertilité et gluten. Par contre, chez des patients qui souffrent d'endométriose, qui ont souvent un confort digestif, moi je le vois dans ma patientèle, quand on arrive à diminuer ou voilà, à faire un essai sans et après à vraiment diminuer dans ses habitudes de vie le gluten, en tout cas, on y gagne en confort quotidien en termes oui, de ballonnement, de ventre gonflé, etc. Donc c'est déjà intéressant au moins pour ça. Mais ça reste à voir. Enfin, voilà, il y a des gens qui ont des problèmes au niveau intestinal et c'est pas forcément le gluten. C'est vrai que le gluten d'aujourd'hui, et encore une fois, ça dépend de quel gluten on parle. Il y a des gluten qui vont être mieux tolérés. Par exemple, on dit que dans le seigle, alors, dans le seigle, il y a du gluten. Ça veut pas forcément dire que demain, j'ai un régime sans gluten, je dois tout enlever à moins d'avoir une maladie cœliaque où là, il y a réellement une intolérance au gluten et qu'on doit faire une éviction totale. Mais moi, souvent, je propose des alimentations qui vont être pauvres en gluten, où on va maintenir, par exemple, le seigle, le pain de seigle, on peut le laisser.
parce que le seigle a été moins traficoté et moins industrialisé ces dernières années que le blé, où en fait, du coup, la molécule initiale n'a plus rien à voir avec la molécule d'origine. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'en fait, c'est ce changement de molécule qui est moins toléré par les intestins et qui peut créer parfois des intestins un peu poreux, etc. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a du gluten que tout d'un coup on va moins bien ovuler ou mieux ovuler, à mon sens. Hmm. Ouais, Pascal? ouais, je suis d'accord. En fait, ça améliore un confort digestif, ça agit sur les douleurs de l'endométriose, mais ça n'a pas d'effet direct sur la fertilité. Ça, c'est très clair. Et en plus, vous voyez, si on parlait un petit peu des facteurs confondants, le gluten du blé, par exemple, quand on va dire de manger sans gluten, ben, en fait, on va réduire l'apport en glucides, puisqu'on va arrêter le blé. Donc, on va aussi avoir un effet du sucre. Vous voyez, c'est pas que le gluten. Et puis, quand on va arrêter le blé, c'est plein de produits chimiques, justement, et de perturbateurs endocriniens, et du cadmium dans les cultures de blé aussi. Donc, en fait, d'arrêter le blé, on agit et sur le sucre et sur les perturbateurs endocriniens. Donc, quelle est la part vraiment du gluten? C'est très difficile d'isoler ce paramètre des autres. Mais en tout cas, il y a des articles qui montrent une amélioration de la qualité de vie en termes de douleur. Oui, ça, vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup de patientes. Dès qu'on limite le gluten, mais elles me disent, je pensais pas pouvoir être aussi confortable que Voilà, ça un jour. c'est ça. Après, voilà, mais encore une fois, on n'est pas obligé de l'arrêter en première intention. C'est Parfois, juste de rééquilibrer l'alimentation, ça peut aussi suffire à retrouver un certain confort. Donc, c'est vraiment à voir au cas par cas et dans tous les cas de figure. Voilà, ça n'a pas un lien sur la fertilité en tout cas. Très clair. Bon, merci beaucoup. On va s'arrêter là. On a déjà débordé, mais c'était vraiment passionnant et très utile, surtout. Merci beaucoup aux personnes qui nous ont suivis ce soir. Et merci à toutes les deux pour vos précieux conseils et vos éclairages sur ces différentes thématiques liées au mode de vie et à la fertilité. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Bonne soirée à tous Merci, au et à revoir. bientôt. Et à Bonne soirée. bientôt. Bonne Au soirée à revoir. tous. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.